Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous allons continuer notre rappel sur l'atome. Enfin, maintenant ce n'est plus vraiment un rappel, on va voir quelques petites choses nouvelles. Alors, dans les interactions entre les électrons d'un atome, un autre effet dont il faut tenir compte, c'est le couplage spin-orbite. Alors, donc l'interaction entre le spin de l'électron et son orbite autour du noyau. Alors ça, c'est un effet dont nous n'avons pas encore parlé. C'est un effet qui découle de la relativité. Nous y reviendrons quand nous verrons la mécanique quantique relativiste. Ce qui est important de savoir, c'est que ça rajoute un terme à l'hamiltonien, HSO, spin-orbite, qui est la somme d'une certaine fonction zeta de la distance au noyau fois le moment cinétique de spin fois le moment cinétique orbital. Cette interaction lève partiellement la dégénérescence. Les états deviennent L, S, J, NJ, où J est le nombre quantique angulaire orbital, cinétique orbital. Donc sigma J, le moment angulaire total, pardon, pas orbital, total. J est le nombre quantique de moment angulaire total. Sigma J est égal à sigma L plus sigma S. La dégénérescence est de 2J plus 1. Donc 2J plus 1 état de même énergie. Et dans les notations, par exemple, les notations spectroscopiques, on va noter 3H4 avec un nombre en bas à droite qui représente la valeur de J. J est compris entre L moins S en valeur absolue et L plus S. Cette interaction doit être prise en compte. Alors, il reste, maintenant qu'on a tous les éléments pour décrire l'état d'un atome, il reste à décrire le niveau fondamental. C'était assez simple dans le cas des nombres quantiques de base sans interaction entre électrons. Ici, c'est beaucoup plus complexe. Le plus simple est d'utiliser une règle, la règle de Hund, H-U-N-D, c'est un nom propre, qui a déterminé les conditions pour l'état de base. Les conditions, c'est que S prend la valeur maximale de ms égale la somme des petits ms, donc les moments, le nombre quantique de spin. Grand L prend la valeur maximale de ml égale somme des petits ml. Et J, la valeur de J, est telle que si la couche supérieure, ou une couche en général, mais toutes les couches inférieures sont remplies, si la couche supérieure est moins que à moitié remplie, alors la valeur de J, c'est L moins S, et si elle est plus que demi-remplie ou demi-remplie, la valeur de J est alors L plus S. Maintenant qu'on a pris tout en compte, qu'on a notre description d'état de base, que se passe-t-il si on applique un champ magnétique? Alors si on applique un champ magnétique, ça ajoute un terme à l'hamiltonien qui est dû à l'interaction entre les moments magnétiques et le champ magnétique. Donc c'est moins mu B, L plus 2S, B. Vous allez noter par des petites flèches parce qu'ici, L et S sont des vecteurs. Simplement sigma L sur H bar et sigma S sur H bar. Donc à H bar près, c'est les moments cinétiques orbital et de spin. B est l'induction magnétique appliquée, et mu B est le magnéton de bord, une constante, qui est égale à E, la charge électrique, fois H bar, divisé par 2 ME
la masse de l'électron. Avec cette interaction, on a ce qu'on appelle l'effet Zeeman, nous en avions déjà parlé. Ça lève totalement la dégénérescence qui reste. Donc tous les états ont maintenant une énergie différente. Ça introduit une énergie supplémentaire qui dépend de mj et qui est donnée par mj fois g fois mu b fois b, où g est appelé facteur de Landé. Il vaut environ 3,5, mais c'est une fonction un peu compliquée de S, L et J, donc je ne la donne pas ici, ça ne sert à rien. La formule, bon, elle est un peu comme ça, donc je ne la donne pas. Mais c'est une fonction bien précise de S, L et J. Alors, ça donne des niveaux d'énergie qui sont séparés de la valeur G mu B, B. Ainsi, si en l'absence de champ magnétique B égale 0, on a une certaine valeur de l'énergie pour un état, alors en présence du champ magnétique, par exemple, pour J égale pour J égale 5,5, on va avoir une séparation en 6 états avec MJ qui va de moins 5,5 à plus 5,5 par pas entier, donc moins 3,5, moins 1,5, 1,5, 3,5. Avec, entre chaque niveau, la séparation d'énergie G mu B, B. Alors, par exemple, pour une valeur de un champ magnétique appliqué de 1 Tesla, déjà un champ assez fort, pour G égale 2, on obtient une différence de 1,16 fois 10 exposant moins 4 électronvolts. C'est assez faible, hein, c'est même très faible. Ça correspond en longueur d'onde, si on avait une transition entre les niveaux avec échange de photons, ça correspond en nombre d'ondes à 0,934 par centimètre, une longueur d'onde d'environ 1 centimètre. Et si on considère ça à l'énergie thermique, ça correspond à une énergie, à une température de 1,34 Kelvin, donc très basse température. Tout ceci est équivalent à dire que l'atome a un moment magnétique qui est donné par mu, donc c'est un vecteur, et donc sa grandeur c'est J fois J plus 1, racine carrée, fois G fois mu B. Et la projection sur un axe de quantification, Z, égale moins mj fois G fois mu B. Et dans ce cas-là, l'énergie magnétique, c'est-à-dire l'énergie d'interaction avec le champ magnétique donné ici, est simplement donnée par moins mu fois B. En plus de tout ça, il y a aussi d'autres termes qui peuvent intervenir. Donc en plus d'un terme simplement linéaire avec le champ magnétique, on a d'autres termes, notamment un terme quadratique, c'est-à-dire qui dépend du carré du champ magnétique, qui donne ce qu'on appelle le diamagnétisme de l'Armor. Donc un effet répulsif. Et un autre terme qu'on voit lorsqu'on fait les calculs perturbatifs, qui donne un effet appelé paramagnétisme de Van Vleck. Alors, pour un champ de 1 Tesla, ça correspond à une énergie de 10 exposant moins 10 électronvolts. Donc, par rapport à l'énergie ici, c'est totalement négligeable. C'est extrêmement faible. Si le moment magnétique de l'atome est nul, que ce soit à cause de son état ou parce que ses structures électroniques sont telles qu'il n'a pas de moment magnétique, à
ce moment-là, ce diamagnétisme et ce paramagnétisme de Van Vleck deviennent notables, puisque c'est le seul thème qui reste, et donc ça correspond aux substances diamagnétiques. Voilà, alors nous avons tout en main. Nous savons tout ce que nous devons savoir sur le magnétisme des atomes. Ce rappel était utile et ce n'est pas très compliqué, hein, il fallait juste bien tout resynthétiser. Et donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons à voir le paramagnétisme en étudiant le modèle de Brillouin du paramagnétisme. Je vous remercie.